Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Benoît Gantôme dans Génération Remote. Salut Benoît, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier, écoute, avec plaisir. Benoît, artisan développeur freelance, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis à mon compte en tant que développeur, puis un peu plus de 20 ans que j'ai démarré cette carrière de développeur. Remote depuis bien 5 ans maintenant, bien avant le Covid, et ravi d'être là aujourd'hui. Ouais, et au-delà d'avoir une expérience freelance, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ton expérience justement, c'est que tu as eu une entreprise classique. Avant de passer en remote, tu avais une entreprise classique avec plusieurs salariés, basée à Marseille, quelque chose d'une petite agence tranquille. Et puis en fait, pour des raisons perso, tu as décidé de partir. Et du coup, tu as dû de fait migrer cette boîte vers du remote parce que tu as voulu partir à la campagne. Et évidemment, tous tes salariés ne voulaient pas partir à la campagne. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu me disais tout à l'heure que l'expérience avait duré à peu près 2 ans. La transition, on va dire, a duré à peu près 2 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ce qu'il a fallu. C'est-à-dire que moi, si tu veux, je suis parti. Donc à partir de là, c'était à moi de venir au bureau. Et au début, je venais souvent. Tu vois, je venais 1 à 2 jours par semaine. Donc je me faisais pas mal de kilomètres. Parce qu'en gros, de chez moi au bureau, il y avait 60 bornes. Donc 60 bornes aller-retour, ça fait 120. Ça faisait des kilomètres, tu vois, ça faisait pas mal de kilomètres. J'essayais de temps en temps, j'avais aménagé un petit coin dodo pour économiser un aller-retour. Ça m'arrivait de dormir une nuit de temps en temps à Marseille, au bureau. Et ça a permis aux collaborateurs de continuer à me voir parce que je pense qu'ils avaient besoin du contact physique. Et puis on était beaucoup basés comme ça, on travaillait beaucoup comme ça. Et petit à petit, du coup, à un moment donné, ils ont vu que, de toute façon, j'étais pas là tous les jours. Et donc ça a commencé. Ils se sont dit, puisque Benoît il est pas là tous les jours, les vendredis il est jamais là. Et si on décidait que les vendredis on démarrait en remote et qu'on était officiellement tous en remote. Du coup, ça a commencé comme ça, 1 jour par semaine. Puis à un moment donné, c'est passé à 2 jours. Ok. Et puis à un moment donné à 3. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, mais en fait. Ah oui, c'est passé par là aussi. Tu vois, c'est rigolo de refaire l'historique. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, les bureaux, ça coûte tant à la société par an. Est-ce que vous trouvez maintenant que c'est justifié qu'on garde tous ces locaux ? Ou est-ce qu'on dit qu'on fait cette économie-là et en échange de cette économie, vous retrouvez... l'idée, c'était de dire, on partage cette économie, une partie qui part dans les caisses de la société et une partie qui est redistribuée entre les collaborateurs d'entreprise. C'était un moyen de les augmenter parce que, à un moment donné, quand il y a une structure de coûts, si tu peux pas, soit tu augmentes le chiffre d'affaires, soit tu baisses tes coûts pour pouvoir augmenter tes gains, quoi. Et en fait, c'est arrivé au bon moment. Et entre l'habitude qu'ils avaient pris eux et le gain financier, ça a permis de faire la bascule. Et à partir de là, on a eu officiellement plus de bureaux. Et donc ça, c'est en 2018. 2015, je démarre ma migration à la campagne. 2018, on vend les locaux et on a officiellement plus de locaux et on passe en full remote. Alors comment est-ce que tu as réussi à gérer ça ? Parce que moi je suis à peu près convaincu que le mode hybride, c'est à peu près le pire mode possible. C'est-à-dire que avoir une boîte full en présentiel, c'est relativement facile à organiser. Avoir une boîte full remote, si les outils sont bien mis en place, c'est à peu près facile peut-être à organiser, mais aussi à gérer la communication inter-équipe. Mais avoir une boîte hybride, c'est hyper compliqué parce que t'as toujours des gens qui se sentent isolés. Alors peut-être toi, comme t'étais le boss, c'est peut-être un peu différent, mais moi, pour l'avoir vécu dans différentes expériences, quand il y a des gens sur place et que toi, t'es pas sur place, ou inversement, et tu perds toujours de l'information à tous les niveaux. Il y a des discussions qui se font à la machine à café, et quand t'es pas à la machine à café, t'es frustré parce que tu loupes des trucs. Comment est-ce que tu as réussi à transitionner cette boîte qui était présentielle, full présentielle, à une boîte hybride d'abord, et puis ensuite remote ? Est-ce que tu as mis en place des nouveaux outils ? Qu'est-ce que tu as fait ?
Alors déjà, il y a un truc, c'est qu'on était 3 à 4. Ouais, Donc c'était, tu vois, je pense que les problématiques sont pas les mêmes quand tu connais bien tes équipes et que tu es 3-4 ou quand tu es 100 dans une ouais, bien entreprise. sûr. Parce que plus tu es nombreux, plus cet aspect machine à café va avoir de Ouais, l'importance. Malgré tout, il y a quand même un point sur lequel j'ai été très vigilant. Très tôt, je me suis rendu compte que c'était important de créer des espaces informels dans lesquels on ok, pouvait échanger. Alors nous, on avait un rituel qui était une espèce de daily qu'on faisait à peu près tous les jours ou dès qu'on en ressentait le besoin. Et cet espace de daily pouvait facilement virer dans un espèce d'échange où il y avait du perso, de la météo, un peu de tout et du tout venant, on va dire, mais qui était, on va dire, ce qui fait la substance un peu humaine du truc. Et je me suis longtemps posé cette question de me dire, est-ce que on doit garder ces délits purement efficaces, professionnels, sur les projets, sur l'avancement, machin euh, et à un moment donné, je me suis dit, non, lâche l'affaire, parce que c'est aussi ce moment où on va pouvoir recréer cette espèce d'échange informel à la machine à café, où il faut qu'il y ait un peu du lien, quoi, qui se fasse. Parce que ouais, je pense que si tu crées pas ce lien-là, ben c'est compliqué d'avoir une entreprise tout court. C'est juste que quand tu es en remote, il faut y faire attention parce que par défaut, il y est pas. Là où dans l'entreprise, par défaut, il y a une entreprise colocalisée, par défaut, il y est. Et c'est l'inverse. Et il faut faire ouais. un effort pour pour s'isoler. Dans le mode remote, par défaut, tu es isolé. Il faut faire un effort pour aller vers l'autre. Donc chez nous, ça a pris cette forme-là de daily qui pouvait durer 1 heure, Ok, qu'on pourrait dire qu'il était du temps un peu perdu, tu vois, non productif, mais c'était non productif. Mais pour moi, c'était important pour le moral de l'équipe. ok, C'était dans ces moments-là où tu captais les signaux faibles, où je voyais les collaborateurs. C'était le moment de passer des messages, mais dans tous les sens, hein, je veux dire, pas juste descendant, hein, c'était aussi le moment de capter les messages, essayer de me faire passer les collaborateurs. comment est-ce que tu organisais ces réunions informelles qui étaient pour recréer du lien? Est-ce que vous aviez un planning précis, des rituels, ou est-ce que c'était un peu au feeling? C'était pas forcément le matin, c'était quand on en avait besoin. Moi, j'avais un agenda plus compliqué, donc globalement, c'était un peu moi le métronome. Et soit un collaborateur avait besoin d'aborder un point et on se parlait 5 minutes, soit c'est moi qui disais, les gars, vous êtes dispo? Et connaissant leur emploi du temps, je savais qu'ils l'étaient normalement. Donc la plupart du temps, ils l'étaient, sauf s'ils étaient sur un truc un peu pointu. Et là, il y en a un qui disait, bah non, là tout de suite, je Ouais, suis focus, on se parle dans 1 heure ou deux. Et voilà. Et tu vois, il y avait ce côté très libre où eux, ils se sentaient complètement autorisés à dire s'ils pouvaient participer ou pas. S'il y en avait un qui était pas dispo ou quoi, ils disaient non. Et puis si c'était pas maintenant, c'était pas grave, c'était plus tard. ok, Sauf si vraiment il y avait une urgence, mais c'était plutôt rare. Et c'était vraiment pas vécu comme une réunion. Il y avait le côté, bon, gestion de projet, certes. Et puis après, ça partait en débat, en rigolade, en tout ce que tu veux. Il y avait quand même il y avait un bon esprit. Donc, ok, moi, je le vivais vraiment pas comme une réunion. Je le vivais comme un temps de groupe, plutôt. ok. Et c'était de la visio? Tu faisais ça en visio? Ouais, en visio. Et Ok, parfois, c'était les périodes un peu plus intenses où les projets c'était plus chaud, c'était quasiment tous les jours. Et dans des périodes où ça roulait un peu tout seul, c'était plutôt, ça pouvait aller jusqu'à une fois dans la semaine, quoi, tu vois. ok, On était sur une moyenne à peu près une fois tous les 2 jours, à peu près, je pense. ok, ok. Et ça te permettait j'ai bien compris le côté cohésion de groupe. Est-ce que ça te permettait aussi de relever les moments où tes employés ou tes collaborateurs étaient enfin moins bien, on va dire? Je sais que le métier de dev, il peut être des fois très compliqué. Ouais, carrément. On en parlait de manière très libre. Ok, Et c'était pas que eux, moi aussi, des fois, j'allais pas bien et je le disais, tu vois. ok, ok, parce que oui, Quand les projets certains projets devenaient ennuyeux, on en parlait. C'était soit l'occasion de rigoler, soit de réagir. Donc il y avait, on a toujours parlé assez librement en fait dans ces ok. moments-là. Et du coup, quand vous étiez en mode hybride, c'est-à-dire avant vraiment le passage full remote, tu pouvais être le seul en visio chez toi et les autres étaient chacun derrière leur ordinateur au bureau, par exemple? Ah, c'est une bonne question. J'ai pas un grand souvenir de cette période-là. Je, j'ai l'imp- je-
J'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, j'ai peut-être oublié que quand on était en mode hybride, les réunions se faisaient sur les temps où j'étais là-bas. Et D'accord. quand, ouais, j'ai pas trop de souvenirs de cette période-là, en fait. De sessions de remote. Donc, j'imagine que quand on a eu besoin de se parler, ouais, chacun devait être derrière son écran, probablement, ouais. Ou à Ok. deux derrière un écran, les deux étaient possibles, ouais. Hmm. Ok. Encore une fois, c'était une petite équipe. Par Ouais, ouais, contre, ce ouais. que je sais pour l'avoir vu dans pas mal, en coaching, dans pas mal de boîtes, le mode hybride en réunion marche très, très, très mal. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Ça pour le coup, c'est, il y a une énorme différence en fait. S'il y en a un ou deux dans une réunion qui sont en remote, le reste du groupe est physiquement colocalisé dans la même pièce. C'est Il y a horrible. trop d'écart de, ouais, c'est horrible. Il y a trop d'écart de communication et de bande passante. Ouais. Et du coup, il vaut mieux, là, une bonne pratique que j'ai vue, il vaut mieux largement, dès qu'il y a une personne qui est remote, que tout le monde passe en remote derrière son PC, Ouais. Clairement. plutôt que d'essayer de la faire suivre à distance, quoi. Ouais, clairement. Mais je pense que c'est vrai pour à peu près tous les aspects du taf. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que l'hybride est probablement un des pires modes, parce que je pense que c'est vrai aussi pour la communication en fait. Il faut que tout le monde soit sur l'outil de communication, genre le Slack par exemple, et prenne Mm. l'habitude de communiquer via le Slack plutôt que d'avoir des échanges informels au-dessus du PC quand il y a 3 personnes au bureau et 2 personnes en remote. Sinon tu perds plein de trucs, et en réunion c'est pareil quoi. Euh, donc il y a tout ce qui est aspect cohésion de groupe qu'on a vu, qui est intéressante. Il y a aussi un autre aspect qui est assez difficile en général à gérer quand tu es en remote, surtout avec des développeurs. C'est le côté blocage. Les devs ils peuvent être bloqués. Des fois t'es bloqué quand tu codes sur un truc complètement idiot, mais ça fait 3 heures que t'es donné dessus, tu sais pas exactement pourquoi, il manque un truc idiot. Est-ce que vous avez mis en place, je sais que par exemple Youssef, qui est le CTO de Germinal que j'ai eu dans un épisode précédent, il avait mis en place une règle des 20 minutes, c'est-à-dire qu'à partir du moment de 20 minutes de blocage, tu mettais un message sur le Slack pour dire là je suis bloqué. Est-ce que t'as mis en place des mécanismes comme ça pour éviter l'isolement et le blocage qui peuvent être assez néfastes pour un dev? Ça s'est fait naturellement, ça aussi. Ok. Les gens avaient une bonne idée de jusqu'où ils pouvaient aller, de quand est-ce qu'ils étaient en train de trop galérer et quand est-ce que c'était le bon moment de demander de l'aide. Ça n'a pas été un sujet chez nous, ça s'est fait de manière assez naturelle. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu, hein, il y en a eu au contraire, mais je crois pas que ça a été vraiment un sujet. Ça a plutôt été un sujet avec les stagiaires quand on en avait, parce que c'était Ouais. parfois difficile pour les collaborateurs de savoir bien doser le niveau d'énergie qu'il fallait mettre, quitte à les laisser un peu plus se dépatouiller par eux-mêmes que être, sinon tu te retrouvais vite à faire de la nurserie, quoi. Ouais. Et mais sinon, entre les collaborateurs, non, la communication était plutôt fluide et dès qu'il y avait un truc, je voyais les trucs, on se parlait, ils se parlaient. Ok. Ouais, ça a jamais été trop un sujet, ça a été assez fluide, ça. Ok. Donc ouais, c'est intéressant en fait ta transition du présentiel au remote. Quand tu en parles, on a l'impression que ça s'est fait relativement, presque naturellement. T'as pas mis grand chose Ça en s'est fait place pour que ça naturellement. fonctionne, quoi. Ouais. Sur, ça s'est fait complètement naturellement. Le fait que je pense que ça vienne quelque part de moi, tu vois, Ouais, ça a je aidé. sais pas, ça a aidé parce que finalement c'est moi qui me suis retrouvé dans la position du mec en remote. Ouais. Donc ça, je sais pas, c'est peut-être que ça, de le faire dans ce sens-là, ça a peut-être changé quelque chose probablement. Mais ouais, ça s'est fait naturellement. Par contre, je pense que ça a mis le temps qu'il fallait, quoi. Ouais, justement, j'allais te poser la C'est-à-dire que question. si j'avais voulu faire la même chose en 3 mois, je suis pas bien sûr qu'on serait arrivé au même résultat. Ok. Ok, donc Et tu que ça penses que se serait aussi bien passé, en fait. voilà, ça s'est bien passé parce qu'en fait, t'as pas forcé les On choses, a laissé le temps. t'as Ouais. laissé le temps. Ok. Et en fait, c'est venu des collaborateurs. C'est les collaborateurs qui, d'eux-mêmes, parce qu'ils s'y sont sentis autorisés. C'est là où peut-être que le fait que moi, je suis en remote, les a aidés à se sentir autorisés à le faire. Parce que si tu as ton boss qui fait des grosses heures, qui vient à 8 heures, qui part à 20 heures, peut-être que tu vas pas te sentir autorisé à, tu vois, à Ouais. avoir un traitement différent ou quoi. Mais là, vu que c'est moi qui, quelque part, donnais le standard, ben, ça a été plus facile à suivre peut-être, mais il aura fallu quand même 2 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que vous aviez un fonctionnement synchrone? C'est-à-dire que est-ce que les gens étaient au taf de 9 heures à 18 heures, ou est-ce que en dehors de ce moment de daily,
entre guillemets. Les gens bossaient quand ils voulaient. Est-ce que tu as vu que tu vois, que les pratiques pouvaient changer au Alors fur et à mesure? la règle ça a été il y a 35 heures à faire du lundi matin au dimanche soir Ok, et vous les faites quand vous voulez. ok, Globalement, ça a donné quoi? Ça a donné que sur les 3 collaborateurs avec qui on a vraiment bossé pendant longtemps, les 2 premiers ont vraiment suivi des horaires de bureau arrangés, on va dire. Quand ils étaient ouais, un peu plus fatigués, ils se levaient un peu plus tard. Quand ils voulaient travailler plus tard le soir, ils pouvaient. Enfin, ils s'arrangeaient, mais on était globalement sur des horaires de bureau. Et quand on a eu un 3e collaborateur, lui, il a vraiment pris le truc, on va dire, au sens premier, et il travaillait vraiment n'importe quand. ok, Et il a essayé plein de modèles. Ça a été un peu perturbant au début, ouais, parce que même si on le proposait, on l'avait pas exploité à fond cette possibilité-là. Et du coup, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais ça valait la peine, je pense. ouais. C'est encore une autre marche. Hein. Quand tu passer du présentiel au remote, ça demande une transition, et puis passer du remote asynchrone, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, et du asynchrone, mais j'ai envie de dire, oui, du asynchrone tu veux dire dans le fait que les gens travaillent pas en même temps, c'est ça? Ouais, c'est Pas ça. Ouais, simultanément. ouais, Oui, d'accord, ok. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un vrai challenge. Et ça a été peut-être plus... Pour moi, ça m'a plus remis en question ça que le passage au remote, je trouve. ouais, ouais. Ça m'a plus fait bizarre, en fait. Ouais, je comprends. D'un coup, je C'est me retrouvais difficile. avec un collaborateur qui bossait le samedi dimanche. À un moment donné, il avait voulu faire, il travaillait 5 heures par jour, Ok. tous les jours. Il Ouais, préférait ouais. ce rythme-là. Il a essayé ça pendant plusieurs mois. Et c'est un peu perturbant parce que, bon, au-delà de l'aspect légal, où probablement qu'un inspecteur du travail aurait trouvé à redire, Ouais. mais en dehors de ça, ça posait des questions sur quand on avait besoin d'échanger en fait. Ouais. Parce Ah que oui, du coup, il y a clairement. des moments où on a besoin d'échanger de manière synchrone. Du coup, il était plus autant dispo que les autres. Du Ouais. coup, c'était à moi de m'adapter pour prendre ça en compte. Voilà, ça demandait un peu plus d'effort, quoi. Et du coup, vous l'avez gardé dans la durée ou il a fini par se recaler à des heures plus classiques? Les derniers temps, il était revenu sur des heures plus classiques. Ok. Ouais, ça demande un vrai effort. Hein. Euh, pour, parce que, à mon avis, parce que je pense parce que sa vie personnelle a évolué tout simplement. Ouais. Et puis peut-être que lui, il avait envie d'aménager son temps différemment pour profiter plus pleinement de son week-end. Euh, ce que j'aime dans ce mode de travail-là qu'on avait atteint, c'est qu'il y avait vraiment chacun pouvait y trouver son bonheur en travaillant au rythme qu'il voulait et d'où il voulait. Ouais. Euh, et ça, je trouve que c'est un vrai facteur d'épanouissement en fait dans l'entreprise. Et du coup, est-ce que vous faisiez aussi donc vous aviez les meetings, enfin les daily, mais est-ce que vous aviez des get-together, enfin des moments, peut-être une fois tous les quelques mois, où vous alliez tous ensemble bosser quelque part ou ce genre de truc? Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'était le plan jusqu'à ce que le Covid arrive. Ouais. Et donc au final, on l'a fait, mais pas autant qu'on aurait voulu. Ok. On l'a fait peut-être une fois par an les dernières années. Euh, mais ouais, clairement, on aurait aimé le faire plus. Mais le Covid est arrivé par là et c'est-à-dire autant les 3 premiers, on était originaires tous de Marseille. Donc même si on est parti un peu loin, se retrouver, on était à 1 heure de bagnole, tu vois, Ouais. c'était assez soft à faire. Autant le 3e collaborateur que j'ai recruté, il était à Lille, il habitait à Lille. Ok. Donc il C'est plus pouvait pas dur. improviser sa venue, quoi, tu vois, il fallait que ce soit prévu, il avait un long trajet pour venir, Ouais. il fallait parce qu'on avait l'habitude de se retrouver pour des petites séances d'une journée, tu vois, c'était facile à organiser avant. Mais Ouais. dès lors qu'il y a eu ce 3e collaborateur, ça devenait tout de suite plus compliqué. Et il fallait du coup prévoir plutôt une logique de séminaire pour pouvoir faire ça pour plusieurs jours, pour vraiment profiter du fait qu'ils viennent. Ouais. Donc on avait commencé à le mettre en place. On l'a fait un petit peu, mais on avait fait une première fois, le Covid est arrivé, et puis la deuxième fois où on l'a fait, c'était pour se dire au revoir. Donc on l'a fait, mais pas autant qu'on aurait voulu. Ok. Ok. Et alors du coup maintenant, donc t'as arrêté ce fonctionnement-là, t'as plus de collaborateurs maintenant? J'ai arrêté la partie ESN et je me suis vraiment recentré en tant que freelance. Ouais.
Ok. Et du coup, t'as un parcours intéressant parce que tu fais plusieurs choses. Tu fais à la fois du freelance et t'as aussi créé des Ouais. produits de formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah bah avec plaisir. Artisan développeur, on va dire plutôt une école de formation pour les développeurs qui a pour but d'apprendre à écrire du code durable et d'aider les développeurs freelance à développer leur carrière de freelance. Ok. Donc il y a vraiment ces deux dimensions, une dimension très technique qui est centrée sur l'artisanat logiciel, software craftsmanship, et une qui est plus orientée sur une dimension un petit peu entrepreneuriale. Ok. Et comment est-ce que tu peux entreprendre vraiment ta carrière de freelance et pas être juste dans une posture de salariat déguisé en fait. Ouais. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas en freelance. Et du Chez coup, les développeurs, c'est particulièrement marqué, tu vois, avec la région. ouais, clairement. Non, clairement. Là, moi, la plupart des freelances que je connais, moi, je viens de Lille aussi, donc à Lille, il y a un gros tissu industriel avec l'économie ou la Hmm. galaxie Mullier. Et tous les freelances que je connais en dev, ils sont en régie, assis sur des sièges, 365 jours par an dans des grosses boîtes, quoi. Donc Hmm. c'est du salariat déguisé, quoi. Ils sont juste payés plus cher et puis ils sont virables plus facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Et en échange de ça, ils captent plus de valeur contre un peu d'insécurité. ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que toi, du coup, tu dois avoir une assez bonne vision de l'écosystème freelance ou des freelances en général? Est-ce que tu as vu depuis toutes ces années des modifications dans les modes de travail justement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en remote? Est-ce que c'est quelque chose que tu as... Moi, j'ai l'impression que ça se développe et le Covid à la fois m'a rendu service et m'a desservi, les deux en même temps. M'a rendu service parce que ça a démocratisé ce mode de travail. Là où avant, je sentais toujours des réticences. Ouais, Maintenant, aujourd'hui, c'est plus un souci. Moi, j'ai aussi évolué. Je suis passé du web à tout ce qui est écosystème blockchain. Et cet univers, il est très international, très mondial. ouais, C'est entendu que tout le monde bosse de là où il est, quoi, en fait. ouais, Donc, le Covid m'a rendu service sur cette dimension-là. Par contre, il a un peu aussi quelque part tué la boîte parce que euh, quelque part dans ma société, dans ma petite ESN, j'avais un avantage compétitif assez énorme sur le marché. Quand les gars cherchaient ou étaient chassés, qui disaient attendez, moi je veux bien vous écouter, mais par contre je vous préviens, mes conditions c'est ça, et la première c'est je suis en full remote et je travaille quand je veux. Déjà ouais. là, 90% des recruteurs raccrochaient quoi. Avec le Covid, les recruteurs ont arrêté de raccrocher Ok. et sont arrivés avec des gros salaires. Parce qu'en fait, les conditions qui étaient inacceptables avant le Covid sont devenues tout à fait mainstream. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, les boîtes parisiennes qui ont compris Ouais, qu'en province, il y avait des gens intéressants et que s'ils étaient capables de s'adapter au remote, en fait, ils pouvaient toucher un vivier hyper intéressant et à un prix potentiellement compétitif, ou en ouais, tout cas que leur salaire devenait extrêmement motivant. Bah, moi, en tant qu'entrepreneur de province dans une petite ESN de province, je me suis retrouvé en compétition avec toutes les grosses boîtes parisiennes, les startups qui venaient de lever des millions et des millions, les ESN qui payaient à des prix parisiens. Et ça, les gars, à un moment donné, ça a un peu posé des questions, quoi. ouais, ouais, Quand ouais, ils reçoivent des offres mirambolantes à côté, ils ont beau adorer le projet et l'équipe, bon, ça, ça pose des questions. Et je me suis bien rendu compte que mon ESN devenait de moins en moins compétitif parce que ce qui était son avantage compétitif numéro un, avait été gommé par le marché, en fait. Tout le monde passait à ça, quoi. En tout cas, suffisamment de boîtes passaient à ça pour que j'ai pu cet avantage sur le marché. Et du coup, ouais. ça fait partie des éléments qui ont, à un moment donné, contribué à ce qu'on s'interroge et ce qu'on se dise, bon, on continue ou est-ce qu'on arrête? Parce Ouais, que c'est les gens voyaient intéressant. bien qu'à côté, ils avaient des grosses opportunités, quoi. Et alors, il y a toujours toujours cette dimension avec le remote, hein. Il y a des côtés très positifs pour la dimension personnelle. Euh, mais il y a un vrai lissage, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les startups parisiennes dont tu parles, qui ont des salaires mirobolants, elles vont chercher des Marseillais pour l'instant, ou des Lillois aussi beaucoup, enfin voilà. Mais elles vont pas encore chercher des Indiens ou des gens en Roumanie ou dans les pays de l'Est ou peu importe, qui sont eux beaucoup moins chers et qui sont pas forcément mauvais. Euh, est-ce que est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé et qui a aussi
pu rentrer dans la balance pour fermer le SN? Parce que moi, je suis persuadé que, enfin, il y a toujours la barrière de la langue, mais assez vite, non, on non, peut aller parce chercher des gens. que pour moi, c'est pas vraiment un sujet. J'ai beaucoup utilisé l'offshore à un moment donné, moi, en tant que client. Donc, Ouais. je connais bien là où c'est utile, là où c'est pertinent, là où c'est beaucoup moins pertinent. Et l'équation offshore, elle est pas si évidente que ça à résoudre. Le coût, il est souvent apparent parce qu'en fait, il y a beaucoup de coûts cachés et qui, Ouais. au final, peuvent rendre l'addition très salée. Donc, pour moi, le développeur indien, et en tant que freelance sur le territoire national, je me sens pas du tout en concurrence avec le développeur indien. Pourtant, dans les faits, c'est le cas. Mais pourquoi est-ce que je me sens pas en concurrence? Parce que quelqu'un qui va travailler avec le développeur indien, de toute façon, ce sera pas mon client. Ce Je sera pense qu'il y a, quelqu'un qui sera capable ce sera quelqu'un qui va chercher un prix, quelqu'un qui va chercher, qui est capable de s'adapter à une différence culturelle énorme, qui ouais. accepte de perdre énormément de communication, qui va s'y adapter. Donc c'est un certain type de profil, j'ai envie de dire un peu low cost, Ouais. qui sont pas ceux à qui je vais pouvoir apporter de la valeur. Et ou en tout cas ceux qui valorisent moins le fait d'être de pouvoir communiquer de manière fluide, d'être dans la même time zone, d'être potentiellement pas très loin, de pouvoir faire un saut facilement. Parce que je bosse en remote, mais je m'interdis pas de faire un saut chez mes clients quand il y a du sens à le faire, tu vois, pour un Ouais. lancement, pour une réunion, pour un truc important. Ben voilà, je peux aller partout en France, quoi. Et du Ouais. coup, pour moi, c'est deux choses bien différentes. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. En tout cas, moi, j'ai choisi enfin, si, moi, j'ai une préférence et je me suis positionné. Mais après, si quelqu'un est capable de travailler, j'ai envie de te dire, si en tant que développeur freelance du coin, on n'apporte pas plus de valeur que le développeur indien, pour la faire schématique et un peu caricaturale, bah, il vaut mieux que le client aille travailler avec le développeur indien, parce que ça lui coûtera beaucoup moins cher, quoi. En fait, je pense qu'il y a, alors, en fait, je suis en train de me dire que ça sera probablement l'objet d'un podcast en entier parce qu'il y a plein de choses à dire, mais, à mon avis, il y a deux dimensions. T'as effectivement la dimension offshore où c'est de la sous-traitance avec qui vise du low cost et que effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a plein de coûts cachés et la plupart des grosses boîtes que moi j'ai vu faire ça, c'est-à-dire externaliser tout dans des pays vraiment low cost, typiquement l'Inde. Alors, en général, ils en reviennent et ils reprennent des gens en interne parce que ça leur coûte un pognon monstre en fait, parce qu'il y a beaucoup de gestion de projet à faire, de monitoring du code et tous ces trucs-là. Et après, il y a une De autre dimension rework, aussi. Voilà, c'est ça. De review et tout ça. Après, il y a vraiment une autre dimension, à mon avis, qui est juste de dire, si je peux bosser avec un Lillois alors que je suis à Marseille, en fait, je peux aussi bosser avec un Italien, un mec en Roumanie, et faire rentrer le Roumain dans mon équipe au même titre que le Lillois, quoi. Et alors, il y aura un gap Et culturel non, et un parce que gap... t'as la gap culturelle et il faut pas le sous-estimer. T'as le gap de la langue et Ouais, culturel. ouais, Et de mon expérience, moi, plus tu gardes ces gaps-là faibles, petit, ouais, et plus tu augmentes tes chances de comment dire, que ça matche, que ça colle. Plus l'écart culturel va être important, et plus tu rends les choses difficiles, plus l'écart de langage est important, plus tu rends les choses difficiles. Et pour, tu vois, dans les aspects culturels, qu'est-ce que moi je prends en compte? Bah, il y a la langue, évidemment, la nature de la langue. Est-ce que tu es plus sur une langue latine ou est-ce que tu es sur complètement autre chose? mhm, Tu as des langues qui vont être très loin, des langues qui vont avoir des alphabets différents carrément. Donc là, tu es d'autant plus loin. Après, tu as des aspects religieux. C'est pas une question de religion, c'est une question de culture religieuse. Quelle est la culture religieuse du pays et à quel point tu es loin ou proche? Si tu es dans un pays, la France, qui est plutôt à dominante chrétienne et catholique, ce sera d'autant plus facile que dans un pays avec une autre culture. Et là, encore une fois, je parle bien de culture, hein, pas de religion. ouais, Et plus la distance va être grande, et plus tu prends le risque que ça parte en cacahuète, plus la distance est courte et plus ça marche. Et nous, finalement, tu vois, dans mes expériences, on avait trouvé un bon équilibre dans des pays en Moldavie, donc juste à côté de la Roumanie, dans une ESN qui avait fait un gros effort de former ses collaborateurs au français. Et ok, là, on se retrouvait sur des bases
pas si éloigné, tu vois, 2 heures d'écart de time zone, une culture proche, latine, finalement assez proche, quoi. Ouais. Et ça marchait plutôt bien. Un bon niveau, et ça marchait plutôt bien. Et en français, ok. On avait fait l'expérience. Et qu'est-ce qu'on utilisait? Un mix un peu de ce qu'on pouvait, un dépatouillage de ce qu'on trouvait. Mais en tout cas, eux étaient formés au français. D'accord. Ok. Et ce qui a été très très différent de quand on a envisagé d'ouvrir un centre offshore au Vietnam plus tard. Ouais, là, c'est T'avais 10 la heures même de chose. décalage, une culture complètement différente, une base religieuse complètement différente, Ouais. une base, et encore une fois, je parle de culture là, hein, un mode de vie différent, une économie tellement différente, enfin très 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 loin de nous, et donc d'autant plus de risques potentiellement que ça crache, quoi. Ouais. J'en avais discuté succinctement aussi avec le fondateur de l'Emlist que j'ai eu sur ce podcast, qui disait qu'il avait essayé d'embaucher des gens, des anglophones. Donc je sais pas exactement quelles étaient leurs nationalités, mais qu'en fait ils avaient fini par arrêter parce que toute la boîte n'était pas bilingue en fait, et que du coup ça complexifiait vachement les choses, ça complexifiait vachement les échanges, la doc, enfin tout était devenu hyper complexe, et que du coup ils étaient revenus à une équipe 100% française ou francophone en tout cas. Effectivement, ouais. Ouais, moi, la langue, ça me paraît être le premier critère, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que parler la même langue, ça simplifie quand même beaucoup les choses. Ouais. Et puis après, encore une fois, il y a cette question de proximité culturelle, quoi, qui simplifie les choses. Ouais, je comprends. Donc c'est pour ça que pour revenir à ta question, est-ce que le remote étranger me fait peur? Non, pas du tout. Je le vois plus comme, à la rigueur, moi, l'opportunité d'accéder à d'autres marchés étrangers. Mais même, tu vois, je m'en rends compte, alors que je suis plutôt à l'aise en anglais, accéder à des marchés étrangers, c'est quand même pas évident, quoi. C'est quand même pas évident. Ouais, il y a une vraie réadaptation culturelle à faire, je pense. C'est même sûr. En fait, la culture dominante de l'entrepreneuriat, moi j'ai l'impression, c'est peut-être juste mon prisme, mais qu'elle est américaine, on va dire, avec des probablement Anglo-saxonne. avec des gros guillemets, mais quand même. Et moi ouais, j'ai vécu un peu aux US, et en fait on a l'impression que la culture US est une culture, qu'on a la même culture, et en fait pas du tout, quoi. Il y a un vrai gap Ah, mais culturel. pas du tout. Non, c'est clairement. Et donc effectivement, Ouais, ouais, tout à fait. je comprends le gap culturel. Ok, cool. Je finis toujours ce podcast avec la même question, qui est: quel conseil tu donnerais à un junior qui veut se lancer sur du remote, ou peut-être un entrepreneur, parce que ça te correspond plus, un entrepreneur qui est pour l'instant en synchrone et qui veut. Faire très attention au cadre de travail, en fait. Pour moi, ça s'improvise pas de travailler en remote. Tu travailles pas en remote dans un coin de cuisine. Ouais. Donc, le premier conseil, c'est créer un vrai espace de travail dédié qui permette le remote ne signifie pas d'ailleurs à la maison, hein. Ouais. C'est important de le souligner. tu, tu vois, moi, j'avais mon bureau dans la maison et c'était trop proche par les enfants. Même moi, des fois, j'y allais par réflexe sans me rendre compte que j'étais en train d'y aller. C'est comme si tu disais, je vais au travail sans me rendre compte que je vais au travail, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, la bonne distance, c'est 20 mètres. Pour Ok. moi. C'est 20 mètres de la maison. C'est-à-dire D'accord. que mon bureau, il est à 20 mètres de la maison. C'est un petit bâtiment à part entière. Ok. Mais voilà, et ça me donne, ça, c'est quand même, tu vois, tu pourrais dire, c'est hyper onéreux, quoi, finalement, d'avoir un petit bâtiment dédié. Ouais, mais moi, c'est ce qu'il m'a fallu, quoi. Et Donc, du coup, tes collaborateurs aussi, ou tes anciens collaborateurs, du coup, ils avaient une pièce dédiée. Ils faisaient un choix différent. Ils avaient une pièce dédiée, ouais. Moi, je les encourageais à avoir une pièce. Il y en a même qui ont déménagé pour avoir une pièce dédiée pour être mieux dans leur remote. Ouais, je comprends. Non, mais moi, c'est pareil. Et j'ai une pièce tu dédiée vois, la aussi. boîte, à cette époque-là, dans la boîte, on payait ce qu'il fallait, quoi. On achetait des bons bureaux, des bonnes chaises, des bons écrans, du bon matos, quoi. Ça fait partie du truc, quoi, voilà. Ouais. Pas l'improviser sur un coin de table dans la cuisine avec les gamins au milieu. Mais pour moi, le remote, c'est que voilà, il y a une vraie démarche à avoir de poser, de séparer les choses, de s'installer, d'avoir ton bureau, quoi. Ouais, c'est indispensable. Et faire gaffe aux conditions matérielles. Là, ce qui est bien souvent, c'est qu'on a, ça dépend si tu es en remote salarié ou pas, mais en tant qu'indep, tu as vraiment le choix de ton matériel. Je trouve que quand on a nos fesses assises sur une chaise 8 heures par jour,
c'est con de pas acheter une bonne chaise, quoi. Ouais, clairement. Avec un bon micro, une belle webcam, un bon écran, un bon clavier, enfin c'est indispensable. Et puis Ça change tellement la vie, quoi. Ouais, et puis ce bureau, tu fermes la porte et quand tu sors du bureau, t'es plus au taf. C'est aussi indispensable pour couper intellectuellement, quoi. Ça aide en tout cas. Écoute, merci beaucoup Benoît pour cet entretien. C'était super inspirant. J'ai beaucoup aimé ton retour d'expérience sur la transition de ta boîte vers du full remote. Où est-ce qu'on peut te contacter et te retrouver en ligne? Si les gens sont intéressés par tout ce qui est autour d'artisan développeur, c'est sur artisandéveloppeur.fr, sur le podcast Artisan Développeur ou sur la chaîne YouTube Artisan Développeur. Donc sinon, c'est Artisan Développeur. Et sinon, sur mon profil LinkedIn, Benoît Gantom. Ok, bah écoute, je mettrai... Et puis, depuis que je suis dans la blockchain, j'ai créé un compte Twitter exprès qui s'appelle BIOS42 pour vraiment plus parler de mes activités blockchain. Ok, je mettrai les différents liens dans la description et je te suivrai faut que je te suive sur Twitter parce que tout ce qui est Web3 m'intéresse beaucoup en ce moment. Donc, je te suivrai. Merci beaucoup Benoît pour cet entretien. Merci Xavier. Ciao. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.